Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans la deuxième partie du cours technique de dépistage en santé sexuelle et reproductive. Donc, dépistage prénatal. Donc, comme vous connaissez, lors des consultations prénatales, les femmes enceintes peuvent bénéficier d'un certain nombre d'examens de dépistage afin de garantir les meilleures conditions de santé à la fois pour la mère et pour le fœtus pendant la grossesse. Donc, parmi ces examens, nous avons les sérologies infectieuses. Leur dépistage précoce, dès la première consultation, permet une prise en charge adaptée en cas d'absence d'immunisation, permettant de réduire le risque de transmission au bébé. Ces maladies peuvent être totalement asymptomatiques, c'est-à-dire passer inaperçues, d'où l'importance de leur dépistage. Donc, parmi ces examens biologiques, nous avons le dépistage de l'hépatite B, que nous l'avons déjà vu. Donc, la transmission du virus au bébé peut avoir lieu au moment de l'accouchement. Un traitement de la mère pourra également être discuté pendant la grossesse et une sérovaccination, c'est-à-dire l'injection d'anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite B, de l'enfant sera réalisée à la naissance pour le protéger. La syphilis. Donc, la syphilis, c'est une IST causée par une bactérie. Donc, le risque de transmission au bébé est d'autant plus important que la grossesse est avancée. Un traitement antibiotique permet de traiter efficacement la mère. Pour l'infection à VIH, donc c'est une sérologie non obligatoire, mais elle est conseillée. Donc, à ce jour, aucun traitement ne permet de guérir d'une infection du VIH. L'examen de la toxoplasmose. Donc, la toxoplasmose, c'est une maladie parasitaire non contagieuse provoquée par la consommation d'aliments contaminés, par exemple la viande mal cuite, des fruits et légumes crus mal lavés. Donc, les chats peuvent également être porteurs du parasite. Le dépistage sérologique mensuel est indispensable en l'absence d'immunisation. La rubiole. Donc, la rubiole, c'est une infection contagieuse due à un virus. Elle provoque de la fièvre et une éruption cutanée. En l'absence d'immunisation, une prise de sang mensuelle est effectuée jusqu'à la 18e semaine d'aménorrhée. Une vaccination peut être proposée à la mère après l'accouchement. Le dépistage d'une infection ou d'une colonisation urinaire. Donc, la présence de bactéries dans les urines d'une femme enceinte nécessite un traitement antibiotique, même en l'absence de symptômes, afin d'éviter l'évolution vers une infection urinaire haute, ce qu'on appelle la pyélonéphrite. Donc, cette recherche se fait mensuellement par l'utilisation des bandelettes urinaires à partir de la 4e mois de grossesse. Donc, si le résultat est positif ou chez les femmes à risque d'infection urinaire, un examen cytobactériologique des urines doit être réalisé au laboratoire. Conformément aux dernières orientations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de renforcement des soins prénatals et pour améliorer l'utilisation et la qualité de la consultation prénatale, des tests de dépistage rapide ont été introduits. Premier test de dépistage, c'est les tests de dépistage du diabète et grossesse. Commençons par la définition du diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est un trouble de la tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie, c'est-à-dire augmentation du taux du glucose dans le sang, une valeur qui dépasse la valeur normale, de sévérité variable, diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse. Bien sûr, ça c'est la définition selon l'Organisation mondiale de la santé. Qui dépister? Donc, les femmes présentant au moins un des facteurs de risque suivants, ce sont celles qui doivent se faire dépister pour le diabète gestationnel. Donc, les femmes ayant des antécédents familiaux de diabète, un antécédent de leur père, les parents, par exemple père, mère, les frères, les sœurs,
antécédents de diabète gestationnel, c'est-à-dire pendant leur antécédent grossesse, il avait ce problème de diabète dont il souffrait. Une surcharge pondérale et une glycosurie. Les femmes âgées de plus de 35 ans et les femmes ayant des antécédents obstétricaux, à savoir des infections urinaires à répétition, des macrosomies, mort in utero ou néonatale, malformation, plus de 2 avortements, une hydramniose inexpliquée, etc. Et aussi les femmes ayant une prise de poids exagérée pendant la grossesse. Donc, premier test, c'est la mesure de la glycémie capillaire à jeun. Donc, le matériel utilisé, lecteur de la glycémie capillaire, des bandelettes à glucomètre, stylo autopiqueur, des compresses stériles et des gants propres. La technique consiste à, pour effectuer une mesure avec le glucomètre, il faut réaliser un prélèvement d'une goutte de sang à l'aide de stylo autopiqueur. Avant tout prélèvement, il faut un nettoyage méticuleux des mains avec de l'eau chaude et du savon, suivi d'un séchage des mains. Cette mesure va permettre d'éviter des résultats incorrects qui peuvent survenir si les mains sont sales ou humides. L'utilisation de l'alcool pour la désinfection est également déconseillée parce qu'il est également une source de résultats incorrects. La première étape consiste à allumer le glucomètre et à y insérer une bandelette qui devra recevoir la goutte de sang prélevée. Ensuite, il faut fixer une lancette stérile et à usage unique sur le stylo autopiqueur. Le stylo autopiqueur sera ensuite réglé en fonction de l'épaisseur de la peau. La piqûre s'effectue sur la dernière phalange d'un doigt en évitant le pouce et l'index. Après la piqûre, on masse le doigt de la racine vers l'extrémité pour obtenir une goutte de sang. La goutte de sang est ensuite déposée sur la bandelette et le glucomètre va afficher les valeurs de la glycémie capillaire au bout de quelques secondes. Donc l'intérêt de ce moyen de dépistage, c'est un moyen de dépistage à la première visite postnatale. Deuxième intérêt, c'est un moyen de surveillance. Et troisième intérêt, c'est un test qui permet d'avoir des résultats immédiats, puisque c'est un test rapide. Donc les critères d'interprétation, donc on peut considérer une glycémie qui est supérieure à 0,92 g par litre et anormale chez la femme enceinte. Deuxième test rapide, ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale, l'HGPO. Donc le matériel utilisé, un glucomètre et bandelette, glucose 75 g, 250 ml d'eau potable ou bouteille d'eau minérale de 250 ml. Donc ici, dans un verre d'eau, on dissout le sucre, 75 g de glucose. Donc ici, la femme à jeun, non connue diabétique, doit le boire doucement, en 5 à 10 minutes. Donc durant le test, elle ne doit ni manger, ni boire, ni fumer et doit rester assise dans la salle d'attente. Il faut savoir ici que l'exercice augmente le métabolisme du glucose. Elle peut aller à la toilette si nécessaire. Un contrôle glycémique est effectué en 1 heure, 60 minutes, et 120 minutes après l'administration. Critères d'interprétation, donc une glycémie à jeun inférieure ou égale à 0,92 g par litre, une glycémie 1 heure inférieure ou égale à 1,80 g par litre et une glycémie après 2 heures inférieure ou égale à 1,53 g par litre. Donc ce test de dépistage permet le dépistage d'un diabète insidieux malgré une glycémie à jeun normale. Troisième test rapide,
c'est le dosage de l'hémoglobine par l'hémoglobinomètre. Donc, on aura besoin d'un hémoglobinomètre, des micro-cuvettes, des compresses et des gants propres. Donc ici, il faut porter des gants. Les micro-cuvettes, il est impératif de noter la date d'ouverture du flacon qui se conserve 3 mois après son ouverture. Pour le prélèvement, choisir le majeur ou l'annulaire et désinfecter l'extrémité à prélever. Presser l'extrémité du doigt plusieurs fois pour faire affluer le sang. Ensuite, essuyez les 2 premières gouttes de sang pour exercer une nouvelle pression vers le bout du doigt et lorsque la goutte de sang est assez grande, remplir une micro-cuvette d'une seule traite sans bulle d'air. Essuyez les faces extérieures de la micro-cuvette puis procéder à l'analyse dans l'appareil à hémocu. Critères d'interprétation, une hémoglobine inférieure à 11,5 est anormale chez la femme enceinte. Ce test permet le dépistage de l'anémie chez la femme enceinte. Il permet le dosage de l'hémoglobine et de l'hématocrite dans le sang capillaire ovineux. Quatrième test, le dépistage aux bandelettes urinaires à 5 ou 10 paramètres. On aura besoin des bandelettes réactives urinaires à 5 ou 10 paramètres, un échantillon d'urine, un receveur pour urine. Donc le test se compose d'une bandelette présentant des ions réactifs de chimie sèche permettant de rechercher dans l'urine la présence qualitative et ou semi-qualitative de différents paramètres tels que glucose, la bilirubine, les cétones, la densité, le pH, les protéines, l'urobilinogène, la nitrite, les leucocytes et le sang. Pour l'échantillon d'urine, il faut faire une toilette génitale, récolte au milieu du jet dans un récipient propre. Il faut ici éviter d'utiliser des récipients avec des traces de détergent. Après la miction, traiter l'urine au plus vite possible dans les 2 heures qui suivent l'échantillon. Si conservation au frigo, attendre la remise à température ambiante qui est au bout d'une demi-heure. Concernant les bandelettes, ne jamais réutiliser ou couper les bandelettes. Ne pas utiliser de bandelettes périmées. Il faut faire attention à la date de péremption qui est indiquée sur l'emballage et conserver dans l'emballage d'origine. Donc température de stockage et aussi voir l'emballage. Immédiatement après usage, refermer avec le bouchon pour protéger de l'humidité et aussi de la lumière. Ensuite, immerger la bandelette 1 seconde au maximum dans l'urine en humectant entièrement toutes les ondes réactives. Ne jamais verser l'urine avec une pipette sur la bandelette. Égoutter rapidement en passant la tranche de la bandelette sur un papier absorbant afin de supprimer l'excédent d'urine. La lecture peut se faire visuellement en comparant la bandelette avec la gamme colorimétrique indiquée sur l'emballage. Après 1 minute, lire les résultats pour les nitrites, le pH, les protéines, le glucose, les corps cétoniques, l'urobilinogène, la bilirubine et le sang. Après 2 minutes, lire le résultat pour les leucocytes. À noter quelques erreurs qu'il faut éviter. Il faut éviter l'inversion de l'échantillon de patient, l'analyse d'urine non fraîche, des récipients sales, mauvaise homogénéisation de l'échantillon, des bandelettes périmées, lecture avec un mauvais éclairage, le temps de lecture non respecté et des erreurs de transcription. Ce test de dépistage permet notamment la mise en évidence de troubles métaboliques, hépatiques et rénaux, ainsi que d'infections urogénitales chez la femme enceinte. Le dépistage de la trisomie 21. Toute femme enceinte qui le souhaite a la possibilité de réaliser un dépistage de la trisomie 21 au cours de la grossesse.
Cette anomalie chromosomique est l'une des plus fréquentes. Elle concerne environ une grossesse sur 400. Le dépistage combiné du premier trimestre permet d'évaluer la probabilité que le fœtus ait ou non une trisomie 21. Ce risque est calculé en tenant compte des données de l'échographie du premier trimestre. Des marqueurs sériques maternels qui sont dosés par une prise de sang entre le 11e et 13 semaines d'aménorrhée et de l'âge de la future maman. Le chiffre transmis par votre médecin permet de vous situer dans une de ces trois fourchettes. Première possibilité, risque inférieur à 1 sur 1000. Donc à ce moment-là, le dépistage s'arrête là. Deuxième cas, risque compris entre 1 pour 1000 et 1 sur 51. Un test complémentaire est proposé pour préciser le risque, ce qu'on appelle le diagnostic prénatal non invasif. Troisième cas, risque supérieur ou égal à 1 sur 50. À ce moment-là, un examen diagnostique est proposé. Donc ici, le cariotype fœtal peut être réalisé par deux méthodes de prélèvement suivant les cas, soit par l'amniosynthèse, c'est-à-dire prélèvement de cellules du liquide amniotique à partir de la 15e semaine d'aménorrhée, ou ce qu'on appelle choriosynthèse, c'est-à-dire prélèvement de cellules de placenta à partir de 11e semaine d'aménorrhée. Le dépistage prénatal non invasif permet de rechercher l'ADN fœtal dans le sang maternel et s'effectue donc par une simple prise de sang. Nous avons différentes conduites à tenir selon le résultat obtenu. Donc, si le résultat du test est négatif, le test ici n'a pas décelé de trisomie 21 et le dépistage s'arrête là. Si le test est positif, la présence d'une trisomie 21 est très probable, mais nécessite d'être confirmée par un examen diagnostique. Ce test également permet de chercher la trisomie 13 et 18. Une femme enceinte doit aussi se faire dépister pour une prééclampsie. Et dans ce cadre, on va définir l'hypertension artérielle gravidique. C'est une hypertension artérielle survenue chez une femme enceinte qui trouve son origine dans un trouble de la placentation. L'hypertension artérielle gravidique est la première cause de mortalité maternelle au cours de la grossesse dans les pays développés. L'hypertension artérielle gravidique se définit comme une hypertension avec une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure, une pression artérielle diastolique supérieure à 90 mm de mercure, isolée, sans protéinurie, apparue à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, en l'absence d'antécédents. Elle concerne à peu près 10% des grossesses. Donc, la prééclampsie est définie par l'association d'une hypertension artérielle gravidique avec une protéinurie. Donc, dans ce cadre, on va classer la prééclampsie en deux grands types. Une prééclampsie modérée, avec une hypertension artérielle gravidique et une protéinurie qui est supérieure à 0,3 g toutes les 24 heures. Donc, associée avec des œdèmes d'apparition ou d'aggravation brutale. Donc, une prééclampsie sévère, c'est une hypertension artérielle grave avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 170 mm de mercure et une pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 110 mm de mercure ou une hypertension artérielle associée à un ou plusieurs signes. Donc, nous avons des signes fonctionnels tels que des douleurs épigastriques, des nausées, des vomissements, céphalées persistantes et intenses et des troubles visuels. Les signes biologiques, nous avons une aspartate aminotransférase qui est 2 fois supérieure à la valeur normale, des plaquettes dont la valeur elle est inférieure à 100 000 mm de mercure
une proteinurie qui est supérieure à 1 gramme par litre ou 3 à 5 grammes pendant une journée. Les complications de la prééclampsie peuvent être des complications maternelles, c'est-à-dire chez la femme enceinte, chez la mère, à savoir une éclampsie, hématome rétroplacentaire, le syndrome d'Elp, insuffisance rénale aiguë, une coagulopathie, des troubles oculaires, une cécité ou autres pathologies telles que des œdèmes aigus du poumon, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Concernant les complications fœtales, retard de croissance intra-utérin, une oligoamniose sévère, des anomalies de plaire, anomalies de rythme cardiaque fœtal, et ça peut aller jusqu'à la mort fœtale in utero. Donc ici, il faut systématiquement rechercher une prééclampsie chez toutes les femmes enceintes à chaque visite. Donc toujours, il faut interroger, étudier le dossier. Il faut demander à la femme la valeur de la tension artérielle à la visite précédente. Toujours inspecter, ausculter et palper. Donc dans ce cadre, rechercher l'albuminurie avec des bandelettes. Faire une prise de la tension artérielle en position assise. Donc, si la tension artérielle est supérieure ou égale à 140 ou 90 mm de mercure, laissez la patiente se reposer pendant 1 heure, puis mesurer à nouveau. Si la tension artérielle est toujours supérieure ou égale à 140 ou 90 mm de mercure, il faut rechercher les signes de sévérité suivants. Rechercher des céphalies sévères, une vision floue, des douleurs épigastriques, ou encore une proteinurie. Ensuite, relever les signes cliniques. Une tension artérielle supérieure égale à 160 ou 110 mm de mercure et une proteinurie associée à l'un des signes suivants, céphalie sévère, des visions floues, des douleurs épigastriques. Tension artérielle diastolique comprise entre 90 et 110 mm de mercure à 2 prises et une proteinurie de croix, une tension artérielle supérieure égale à 140 ou 90 mm de mercure à 2 prises et une proteinurie négative. Donc, il faut noter que les résultats de la proteinurie sont exprimés sous la forme de croix. Donc, lorsqu'on dit un croix, c'est-à-dire il correspond à un taux insignifiant de protéines, donc généralement un taux qui est inférieur à 300 mg pendant 24 heures. 2 croix désignent au moins 1 gramme toutes les 24 heures. 3 croix, ça veut dire une proteinurie qui est supérieure à 3 grammes sur 24 heures. Et bien sûr, à chaque case de ces 3, bien sûr, on peut poser un diagnostic qui est approprié. Une femme enceinte aussi doit se faire dépister pour une anémie fériprive à chaque consultation. Il faut demander à la femme s'il a déjà des antécédents d'hémorragie et s'il se fatigue vite ou s'il souffle. Il faut inspecter, ausculter et palper. Donc, rechercher chez la femme une pâleur conjonctivale. Rechercher aussi une pâleur palmaire. Prendre le pouls et la fréquence respiratoire. Mesurer le taux d'hémoglobine si la pâleur est sévère. Et bien sûr, à chaque fois, il faut évaluer la gravité de l'anémie afin de la classer, bien sûr, en 3 types selon le cadre, bien sûr, de diagnostic. Le dépistage des pertes vaginales. Donc, ce dépistage doit être fait chez toute femme ayant un âge gestationnel supérieur à 20 semaines d'aménorrhée. Dans ce cadre, bien sûr, il faut interroger, étudier le dossier de la participante. Donc, demander à la participante l'aspect de ses pertes vaginales et leur odeur, s'il a un prurit vulvaire, et si son partenaire a un écoulement urétral ou des brûlures mictionnelles. Et bien sûr, à ce moment-là, il faut relever les signes cliniques, donc écarter les lèvres et rechercher des pertes vaginales spécifiques, donc à savoir certaines caractéristiques comme la couleur et l'odeur, et pratiquer un examen au spéculum afin de rechercher, bien sûr, et d'inspecter ces pertes vaginales. Dans ce cadre, bien sûr, on peut classer ou bien on peut poser différents ou bien 3 stades.
soit des pertes vaginales anormales, un écoulement urétral ou brûlure à la miction chez le partenaire, une femme qui peut présenter des leucorrhées blanchâtres ressemblant à du lait caillé, des démangeaisons intenses au niveau de la vulve, ou encore, troisième cas, c'est les pertes vaginales verdâtres, spumeuses, ariques, malodorantes. Et bien sûr, pour chaque cas de ces trois cas, bien sûr, on peut poser un diagnostic qui est approprié. Il faut également rechercher le groupe sanguin et l'agglutinine irrégulière. Donc, le groupe sanguin de la future maman est déterminé dès le début de la grossesse, s'il n'est pas déjà connu. Il comporte le système A, B et O et le système Rhésus. Dans le cadre du dépistage, bien sûr, il faut rechercher l'agglutinine irrégulière. Donc, les femmes dont le groupe sanguin est Rhésus négatif, soit A négatif, B négatif, AB négatif ou O négatif, sont à risque de développer des anticorps, dites agglutinine irrégulière. Donc, ces anticorps sont dirigés contre les globules rouges de l'enfant qu'ils portent, si celui-ci est de Rhésus positif. Les conséquences peuvent être graves pour le bébé. C'est pourquoi, chez les mères de Rhésus négatif, la recherche d'agglutinine irrégulière est réalisée tous les mois durant toute la période de grossesse. Il faut aussi aller faire le génotypage de Rhésus D fœtal. Donc, la détermination de Rhésus du bébé à partir du sang maternel par une simple prise de sang est proposée aux femmes dont le groupe sanguin est Rhésus négatif à partir de la 11e semaine d'aménorrhée. Donc, si le bébé est de Rhésus négatif, il n'y a aucun risque et pas d'autre examen à réaliser. Mais si le résultat est positif, la maman aura une prise de charge adaptée. Il faut également dépister la menace d'accouchement prématuré. Donc, la menace d'accouchement prématuré, c'est un état clinique risquant d'aboutir à un accouchement entre 22 et 37 semaines d'aménorrhée révolue. Donc, parmi les causes de la menace d'accouchement prématuré, on peut citer des causes gynéco-obstétricales telles que des grossesses jumelaires ou grossesses multiples. Donc, ce facteur représente à peu près 10 à 20%. Placenta préavia représente 10%. Et nous avons hydramniose. Les causes maternelles locales, par exemple, malformations congénitales, les malformations acquises et les bions cervico-ischémiques. Les causes maternelles générales, telles qu'une altération de l'état général maternel, pathologie infectieuse favorisant les contractions utérines, une hyperthermie quelle que soit son origine, et une pathologie infectieuse urinaire haute ou basse. Pour dépister la menace d'accouchement prématuré, on doit aller dépister les facteurs de risque. C'est la raison pour laquelle on doit commencer par l'anamnèse. Donc ici, il consiste à la mise en évidence d'une cause favorisante, telle que des avortements à répétition, des accouchements prématurés. Il faut interroger aussi la femme sur les modalités des accouchements antérieurs et les facteurs socio-économiques, par exemple, travail à l'extérieur, long trajet, etc. Ensuite, il faut passer à l'examen obstétrical. Donc, l'examen obstétrical, il permet de connaître toute menace d'accouchement prématuré. Et cela, bien sûr, ça se fait grâce au calcul de coefficient de risque d'accouchement prématuré. Donc, elle est représentée dans un tableau qui va être affiché par la suite, qui est élaboré en 1960 par le professeur Papernik. Donc, ce coefficient de risque d'accouchement prématuré est fondé sur l'étude des facteurs suivants. Les facteurs socio-économiques, des antécédents, le mode de vie et des données de l'examen clinique. Si le score est inférieur à 5, on peut conclure qu'il n'y a pas de risque de prématurité. Si le score est supérieur à 10, le risque est certain. Donc, ce coefficient de menace prématurée
permet de mettre en évidence la multiplicité de facteurs en cause dans les menaces d'accouchement prématuré. On peut utiliser ce tableau dès la première consultation pour s'attacher à rechercher les facteurs sur lesquels on peut agir, car certains sont incontournables. Il faut noter également que ces facteurs sont importants à connaître, mais un certain nombre d'accouchements prématurés surviennent sans facteur de risque particulier. Ensuite, nous avons les facteurs médicaux, tels que les risques infectieux, donc des bandelettes urinaires pour l'infection urinaire à utiliser. Est-ce que la femme elle est déjà infectée par la toxoplasmose? Est-ce qu'elle a une listériose? Des problèmes de cardiomégalovirus, etc. Problème de perfusion placentaire. Donc, il faut surveiller la tension artérielle. Et nous avons un intérêt de l'écho-Doppler utérin dès la première échographie de 2 semaines d'aménorrhée, à répéter si besoin à 18 semaines d'aménorrhée. Intérêt de l'aspirine à 100 mg par jour entre la 13e et la 34 semaines d'aménorrhée. Intérêt aussi de la position en décubitus latéral gauche qui évite que le fœtus n'appuie sur la veine cave. L'intérêt de l'échographie endovaginale en fin de grossesse et en cas de contraction nombreuse. Donc ici, si le col il est court, c'est-à-dire ayant un diamètre qui est inférieur à 22 mm, et si l'orifice interne est supérieur à 8 mm, donc ici, il faut faire une hospitalisation. Parmi les facteurs sociaux, nous avons la fatigue, le stress, la situation économique, la place de l'arrêt de travail, et il faut également évaluer la possibilité de l'aide de l'entourage. Les facteurs psychiques, tels que l'importance du support, donc les femmes qui sont entourées ont moins de risques de prématurité par rapport aux femmes qui ne sont pas supportées psychiquement, etc. Le dépistage d'une fièvre pendant la grossesse. En situation quotidienne, la fièvre de la femme enceinte est le plus souvent en rapport avec une infection bénigne qui autorise une prise en charge à domicile, telle que la grippe, COVID-19, une gastroentérite, etc. D'autres infections exposent au contraire à des graves complications obstétricales ou néonatales, notamment la pyélonéphrite, qui affecte plus de 2% des femmes enceintes, mais a souvent une symptomologie trompeuse. Ces faits justifient le principe de l'ECBU systématique devant toute fièvre chez une femme enceinte. La listériose et la chorioamniotite, beaucoup plus rares mais redoutables. La listériose est de plus en plus rare et réalise un syndrome grippal en apparence banale. Mais le taux de perte fœtale reste d'environ 25% et la mort fœtale in utero peut survenir brutalement. Dans le cas de dépistage de la fièvre pendant la grossesse, on cible 2 objectifs. Rechercher une cause en particulier, qui peut être une infection urinaire, qui représente la majeure cause, bien sûr, de la fièvre, une chorioamniotite associée ou non à une rupture prématurée des membranes et la listériose. Évaluer le retentissement obstétrical qui peut être dans certains cas une menace d'accouchement prématuré ou une souffrance fœtale. C'est pour cela qu'on doit faire un interrogatoire afin de rechercher les antécédents prédisposants. Par exemple, une uropathie, des pathologies cervicales, une prématurité, la consommation du tabac, etc. Le contexte. Est-ce qu'il s'agit d'un contexte épidémiologique, par exemple dans le cas de COVID-19, ou bien un contexte de voyage? Et aussi, il faut révéler les signes d'accompagnement qui peuvent être en particulier des signes généraux tels que des frissons, infections ORL, pulmonaires, digestifs, le syndrome grippal, les signes urinaires tels que des douleurs lombaires,
des brûlures mictionnelles ou urines troubles. Des signes obstétricaux tels que les contractions utérines, notion de rupture des membranes et les leucorrhées. Également, dans le cadre de l'interrogatoire, il faut s'interroger sur le mouvement actif du fœtus et aussi sur les résultats des sérologies. Ensuite, il faut passer à l'examen, donc la prise de température, le pouls, la tension artérielle, un examen général ORL, cardio-respiratoire, les aires ganglionnaires, voir l'état de la peau, rechercher le syndrome méningé, la listériose, palper l'abdomen et aussi les fosses lombaires. Examen obstétrical, donc explorer la hauteur et la tension utérine, l'auscultation des bruits du cœur, faire un examen de la vulve, rechercher l'existence des vésicules ou ulcération herpétique. Il faut faire aussi un examen du spéculum, l'insertion du spéculum, afin de rechercher s'il y a une rupture des membranes, s'il y a une cervicite ou bien s'il y a une vésicule herpétique. Et aussi faire le toucher vaginal afin d'explorer l'état du col de l'utérus. Et aussi, il faut faire un examen urinaire afin de savoir l'aspect des urines. Et bien sûr, cela ça se fait grâce à l'utilisation des bandelettes urinaires. Le dépistage de la violence à l'égard des femmes et des enfants. La violence à l'égard des femmes et des enfants, c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus la communauté nationale et internationale. Elle est considérée comme la violation des droits fondamentaux de la personne. L'opinion internationale préoccupée par les différentes formes de violence qui touchent les femmes et qui sévissent un peu partout dans le monde a conduit l'Organisation des Nations Unies en 1979 à décréter une convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention a été ratifiée par de nombreux pays dans le monde, dont le Maroc. La Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée en 1993 par notre regretté père, feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu aille son âme en sa sainte miséricorde, a marqué une étape nouvelle dans la promotion des droits de l'enfant, avec la mise en place de l'Observatoire national des droits de l'enfant en 1994. Cependant, malgré les progrès enregistrés et le degré de prise de conscience de la problématique par la société civile et les pouvoirs publics, il reste que la prévention et la lutte contre ce phénomène social nécessitent le développement d'actions soutenues, de plaidoyer, de sensibilisation et de formation. Les professionnels de santé sont le premier interlocuteur et l'acteur privilégié dans la chaîne de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences. C'est ainsi que le ministère de la Santé a développé une stratégie basée sur la mise en place de centres d'écoute et d'orientation au niveau des hôpitaux dont la mission essentielle est d'accueillir les femmes et les enfants victimes de violences et de maltraitance, d'évaluer leur état de santé sur le plan médico-psychologique et de les orienter vers les structures compétentes. Les objectifs du plan national de la prise en charge des femmes et des enfants victimes de violences a fixé comme objectif général contribuer au complet bien-être physique, mental et social des femmes et des enfants au sein de la société, afin d'assurer une prise en charge intégrée médicale et médico-sociale des femmes et des enfants victimes de violences au niveau des unités créées à cet effet au niveau des hôpitaux. Améliorer l'accès des femmes et des enfants victimes de violences à une prise en charge intégrée globale au niveau du réseau de soins de santé primaire. Contribuer à la lutte contre le phénomène de la violence à l'égard des femmes et des enfants et renforcer la prévention. Et enfin, développer la collaboration et la coordination avec toutes les parties prenantes en vue de soutenir les interventions développées par le programme. La violence à l'égard des femmes a été définie par l'Organisation mondiale de la santé
comme étant tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tel acte, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Concernant la violence à l'égard des enfants, a été définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant toute menace ou utilisation intentionnelle de la force physique ou du pouvoir contre un enfant par un individu ou un groupe qui entraîne ou risque fortement de causer un préjudice à la santé, à la survie, au développement ou à la dignité de l'enfant. Donc la stratégie de pouvoir en cas de femme victime de violence peut se résumer dans ce schéma-là. Donc voilà, nous avons plusieurs aspects, soi-disant la violence physique, c'est pousser, frapper, donner une gifle, étrangler, donner des coups de poing et du coup de pied, utiliser une arme contre elle, la jeter par terre, lui tordre les bras, la faire trébucher, la mordre, etc. Isolement, c'est contrôler ce qu'il fait, ce qu'il voit, à qui il parle, où il va. La violence affective, c'est la dénigrer ou faire en sorte qu'il se sente mal dans sa peau, la traiter de tous les noms, lui faire croire qu'il est folle, jouer au plus fin. La violence économique, c'est essayer de l'empêcher d'obtenir ou de garder un emploi, l'obliger à demander de l'argent, lui donner une allocation, lui prendre son argent. La violence sexuelle, lui faire poser des actes sexuels contre son gré, s'attaquer physiquement aux parties sexuelles de son corps, la traiter comme un objet sexuel. L'utilisation des enfants, faire en sorte qu'ils se sentent coupables à propos des enfants, utiliser les enfants pour lui transmettre des messages, se servir des droits de visite pour la harceler. Les menaces, la menacer de faire quelque chose de douloureux sur le plan affectif et où le faire. La menacer de lui enlever les enfants, de se suicider, de la signaler à l'aide sociale. L'utilisation de privilèges masculins. La traiter comme une servante, prendre toutes les décisions importantes, agir comme le maître de Sion. La violence spirituelle. L'empêcher d'avoir ou de garder son propre système de croyance sur le plan spirituel, lui interdire de fréquenter l'église ou encore aller au rassemblement religieux. Donc ici, ça peut être interdit dans le contexte européen, l'église, pour les chrétiens, voilà, lui interdire également d'aller aux mosquées pour les musulmans ou encore de rassembler dans le cadre de rassemblements religieux, etc. L'intimidation, c'est la maintenir dans un état de crainte par des regards, des actes et des gestes menaçants ou en parlant fort, en brisant des choses et en détruisant ses biens. Pour la maltraitance des enfants, peut être présentée sous différentes formes ou bien à cause de plusieurs éléments. À cause d'une violence conjugale. Des exemples, domination, prise de pouvoir et contrôle du parent auteur sur le parent victime, exposition aux violences sur le parent victime avec et ou sans violence directe sur l'enfant. Utilisation des privilèges d'adultes. Dans le cas d'exiger des enfants des tâches d'adultes, traiter les enfants comme des possessions, tout gérer, tout décider sans impliquer l'enfant dans ce qui le ou bien la concerne, contrôler tout comportement, punir systématiquement. L'isolement. Limitation systématique de l'accès à l'autre parent, aux frères et sœurs, à la famille, élargir ou autres jeunes et adultes aux activités de loisirs.
L'intrusion dans l'intime de l'enfant. L'intimidation. Inspirer régulièrement la peur par des regards, des gestes, des actions, des crises, un ton menaçant, faire ressentir la suprématie par la force. Détruire ou de ne pas respecter des objets importants pour les enfants, tels que des jouets, etc. Violence envers les enfants domestiques, les chats, les chiens. Chantage affectif. Menace. Dans le cas d'une menace d'abandon, de coups, d'enfermement ou d'agression, de meurtre envers les enfants ou des personnes aimées des enfants et aussi menace de suicide. Pour la violence psychologique, moqueries et insultes répétitives, dénigrement systématique, humiliation, instrumentalisation des enfants, dans le cas de pression sur les enfants pour obtenir des informations personnelles sur l'autre parent, parentification prolongée, manque de cohérence et de continuité et insécurité relationnelle. La violence physique. Tout contact physique avec l'intention de dominer, de faire mal aux peurs, bousculer, secouer, pincer, tordre un bras, gifler, donner un coup, frapper avec un objet, brûler. La violence sexuelle. Tout contact ou climat qui ne respecte pas l'intimité de l'enfant. Sexualisation de comportement des enfants, imposition d'images pornographiques, attouchement sexuel et abus sexuels. Violence économique. Refus du pouvoir aux besoins de base de l'enfant, utilisation de l'argent comme moyen de chantage affectif, refus de payer la pension alimentaire. Donc il faut faire un dépistage des infections sexuellement transmissibles, surtout dans le cas d'un abus sexuel. Donc chez la fille, il faut aller faire un test de dépistage de syphilis, de VIH, de l'hépatite B. Il faut également faire un prélèvement vaginal pour culture de la gonococcie et la chlamydia trachomatis, et aussi, dans certains cas, prélèvement vaginal pour la culture de la trichomonas vaginalis. Donc, chez le garçon, faire un dépistage de syphilis, de VIH, de l'hépatite B, et si les symptômes urinaires, donc il faut faire un prélèvement urétral pour la culture de gonococcie et chlamydia trachomatis. Et pour les filles ou encore les femmes, il faut aller faire se dépister pour une éventuelle grossesse. Donc pour l'évaluation de retentissement psychologique et émotionnel de cette violence à l'égard d'enfants, le temps consacré à cette évaluation doit être suffisant pour permettre à l'enfant de s'exprimer et comprendre réellement le vécu de l'enfant et le retentissement de traumatisme. Il est nécessaire de respecter le choix de l'enfant quant à la présence ou la séparation de ses parents lors de cet examen. Donc, lors de cette évaluation psychologique, recherchez des signes de traumatisme de l'enfance, tels que l'anxiété, dépression, faible estime de soi, aider au comportement suicidaire, comportement perturbateur ou agressif, une hyperactivité ou bien timidité, une passivité et repli sur le soi. Faire également rechercher s'il y a des troubles de sommeil ou cauchemars, des troubles de conduite alimentaire, une régression des aptitudes, etc. Crainte inhabituelle des contacts physiques avec autres personnes et aussi absentéisme scolaire, fugue, prostitution, délinquance. Il faut savoir que la présence de ces signes n'est pas spécifique à une forme particulière de mauvais traitement et doit imposer le recours à un avis spécialisé, généralement un psychiatre ou un psychologue. Donc, lors de l'évaluation psychologique, l'évaluation des parents eux-mêmes est nécessaire pour juger de leur capacité ou encore incapacité transitoire à assurer un soutien à l'enfant. Il est important de les rassurer et les déculpabiliser car ils peuvent se sentir responsables
de ce qui arrive à l'enfant et douter de leur capacité à le protéger.